Dans ce troisième volet des formations JavaScript, nous proposons de poursuivre l'application de la formation précédente qui permettait de calculer l'IMC, indice de masse corporelle de l'internaute, en fonction de son poids, de sa taille. Mais lors de la formation précédente, ces calculs se produisaient au chargement de la page, ce qui était impropre, mais nous n'avions pas la matière suffisante pour pouvoir générer des interactions entre des contrôles HTML, comme ici des zones de texte, et un bouton calculé capable de lancer l'exécution d'un code JavaScript pour générer les résultats escomptés. Remarquez qu'au survol de la souris, chacun de ces contrôles change d'aspect, en l'occurrence la couleur de fond. Et d'ailleurs, si nous cliquons sur l'un d'entre eux pour faire une simulation, vous remarquez que le texte par défaut s'efface pour laisser libre champ à la saisie. D'ailleurs, nous allons commencer par saisir un poids en kilos, puis nous cliquons sur la seconde zone de texte, et cette fois-ci, nous tapons une taille en centimètres. Puis, nous cliquons sur le bouton calculer. Vous remarquez qu'instantanément, effectivement, les résultats sont produits, à savoir la valeur arrondie de l'IMC affichée dans un calque, et puis ce petit indicateur visuel sous forme de balise IMG, image, qui vient pointer sur la graduation correspondante de la représentation graphique. L'intérêt, puisque ce code ne se déclenche plus au chargement de la page, est de pouvoir réaliser dans la foulée un calcul d'IMC pour une deuxième, une troisième personne, etc., etc. Et vous remarquez qu'avec un poids différent et une taille différente, le résultat se met à jour et que l'indicateur se déplace. Quant à nous, nous partons d'une page HTML avec une structure un peu plus basique, qui d'ailleurs est proposée au téléchargement dans un fichier compressé comme toujours depuis le site bombache.fr avec toutes les sources externes qui sont nécessaires à son exécution. La page HTML, ses styles CSS, ses images, etc. Nous revenons donc sur notre page par défaut. Vous remarquez l'absence des contrôles HTML que nous venons d'exploiter pour cette petite démonstration. L'intérêt dans un premier temps ici est de savoir pouvoir les créer et les intégrer dans une page HTML et dans un deuxième temps interagir avec eux. De ce pas donc, nous nous rendons dans notre code HTML, celui que vous aurez téléchargé. Nous récupérons d'ailleurs la structure sensiblement identique à celle de la formation précédente avec, dans la section Head, je vous le rappelle, notamment la référence externe au style de la feuille de style dans le sous-dossier style. Un peu plus bas, on va trouver le cadre qui se trouve exactement sur la gauche de la page et qui est vide pour l'instant de contrôle HTML. Ce cadre conteneur entre les lignes 42 et 48 dans lesquels il y a d'autres petits calques et vous constatez que chacun de ces trois calques qui sont disposés sur des lignes différentes effectivement sont vides de contenu. C'est à l'intérieur de chacun d'entre eux que nous proposons de créer ces contrôles HTML. Il s'agit de contrôles input. On les nomme avec le mot-clé input en ouvrant leur balise. Sauf qu'un contrôle input peut être une case à cocher, un bouton, une zone de texte, une zone de liste déroulante. Donc, nous devons utiliser l'attribut type pour définir de quelle nature est le contrôle que nous allons créer. Et entre guillemets, nous le précisons avec, pour une zone de texte, la valeur texte. Et tant qu'à faire, même si nous n'allons pas considérablement paramétrer ces attributs, nous allons tout de même faire l'effort d'en ajouter un, à savoir le texte par défaut qui est proposé dans la zone de saisie, car il s'agit d'une indication pour l'internaute plutôt que de mettre des titres à côté ou au-dessus. Donc le texte par défaut, puisqu'il s'agit de la zone de saisie pour le poids, c'est le texte, par exemple, votre poids en kilos, comme ceci. Et puis, sachez que, à l'instar des balises IMG pour les images, la balise input est une balise auto-fermante. Ça veut dire que d'abord nous inscrivons un slash, puis nous inscrivons le symbole supérieur. Il n'y a pas de balise fermante input comme c'est le cas pour un div qui englobe ce qu'elle contient. Le contrôle input s'auto-suffit. Nous allons faire exactement la même chose par copier-coller tant qu'à faire pour la zone de saisie qui est située juste en dessous, puisque ma foi, seul son texte par défaut est à modifier. Votre taille en centimètres, l'indication précieuse pour l'internaute, afin qu'il sache exploiter la petite application que nous allons concevoir. Et puis, il s'agit d'intégrer sur notre interface un bouton. Cela signifie que nous devons ici modifier l'attribut type, car il ne s'agit plus d'une zone de texte, mais d'un bouton valeur
button. Et bien sûr, le value, c'est-à-dire le texte qui va apparaître sur le bouton, eh bien c'est un texte qui va indiquer à l'internaute à quoi il sert, calculer quoi? Calculer l'IMC. Nous enregistrons les modifications, CTRL S par exemple, et puis une fois que nous avons enregistré, c'est important, nous basculons sur notre navigateur et nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier. Et vous constatez en effet que nos contrôles HTML input, certes disgracieux à ce stade, apparaissent. Notre zone de texte et notre bouton calculer. Aucune interaction à ce stade, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de couleur au survol ou encore moins de calcul au clic sur le bouton calculer, puisque aucun code JavaScript pour l'instant n'a été créé dans notre page HTML. Ce à quoi nous souhaitons nous intéresser dans un premier temps est la mise en forme par les styles de ces contrôles HTML de manière à ce qu'ils soient un peu plus présentables et un peu plus en harmonie avec le reste de la page, même si, je vous l'avoue, il n'y a pas une étude approfondie ni de l'ergonomie ni de l'aspect esthétique, mais au moins qu'ils soient plus jolis. Comme vous le savez, si nous retournons dans notre code HTML, chaque balise possède un attribut style qui permet, entre les guillemets, de définir et d'énumérer toutes les propriétés de mise en forme que nous souhaitons appliquer. Mais comme chacun de ces contrôles doit finalement avoir la même mise en valeur, il serait très dommage de répéter ces attributs autant de fois qu'il y a de contrôle input dans la page, alors que nous pouvons les centraliser et surtout optimiser grâce à une feuille de style. Dans ces feuilles de style CSS, car je vous propose de découvrir le CSS certes légèrement au fur et à mesure que nous progressons avec le HTML et le JavaScript, vous notez que lorsque l'on crée un style qui ne fait pas référence à un élément, mais qu'on appelle grâce à l'attribut classe que l'on a vu dans les formations précédentes, on le préfixe dans la syntaxe d'un point. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élément naturellement reconnu par la feuille de style, le body pour le corps de la page, ou encore le H1, le H2 pour les titres, IMG eh bien, tout simplement pour toutes les balises IMG, ou encore eh bien, les liens naturels, eh bien, nous ne les préfixons pas. Et comme ici il s'agit de mettre en forme ensemble tous les contrôles de type input, nous allons nous inspirer de ce modèle pour dire que tout ce qui est de type input, vous voyez que naturellement l'éditeur le met en bleu, eh bien nous allons lister et énumérer les propriétés, les attributs de mise en forme que nous souhaitons leur appliquer. Donc, entre les accolades du input dans ce style CSS, nous allons commencer par définir dans un premier temps la couleur de fond. Je vous rappelle que en HTML et en CSS, la propriété se nomme background color, c'est ainsi. Deux points, dièse, la couleur, que l'on peut écrire en termes anglais, red, yellow, etc., ou bien en code hexadécimal. Le code hexadécimal ne s'invente pas, je le recopie bêtement, il est issu tout simplement d'un logiciel de retouche comme Photoshop ou autre, avec lequel nous allons utiliser la palette de couleurs, pointer sur une couleur qui nous convient, et en retour, eh bien, le logiciel nous fournira le code hexadécimal que nous exploitons ici pour l'inscrire dans le code, toujours à préfixer d'un dièse. Background color, donc, pour la couleur de fond. Ensuite, nous allons modifier eh bien, la couleur de police, c'est-à-dire la couleur de premier plan. Toujours pareil, avec le dièse pour pouvoir ensuite énoncer le code hexadécimal. En l'occurrence ici, il s'agit de la couleur 21001. Il s'agit d'un rouge assez vif. Puis nous continuons l'énumération de ces propriétés. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Le font family permet tout simplement de déterminer, de définir le nom ou les noms des polices que nous souhaitons utiliser pour cette page web. Il faut respecter la case Calibri, qui est une police professionnelle conventionnellement utilisée dans les logiciels dont la fonctionnalité principale est la mise en page, donc pour les courriers pro. Nous allons ensuite définir la taille de police, font size, c'est le nom de l'attribut à utiliser. Pour la régler sur une valeur relative, on ne va pas s'attarder sur cette notion. Le V pour viewport, le W pour width, ça veut dire que c'est une unité de mesure qui est relative à la largeur du conteneur, en l'occurrence du calque qui le contient. Si bien que si nous agrandissons la page web et que les contrôles s'agrandissent, eh bien la police va s'agrandir. Et inversement, si nous la réduisons. Nous allons en profiter aussi avec la propriété padding left pour ajouter un retrait gauche que nous allons là aussi définir avec la même unité de mesure sur une valeur relative. Nous constaterons ensuite les effets
lorsque nous exécuterons la page, nous pourrions les réajuster ainsi pour pouvoir mieux les apprivoiser. Nous allons définir la largeur et la hauteur de chacun de ces contrôles, là aussi en valeur relative, mais en pourcentage cette fois-ci, 80% de la largeur du div qui le contient, du calque qui le contient, et idem donc pour la hauteur, 80%. Nous enregistrons bien cette feuille de style, et puis nous souhaitons consulter les effets sur notre page web. Cette fois-ci, je vous conseille de la rafraîchir non pas avec le raccourci F5, mais avec le raccourci CTRL F5, car l'intérêt de ce raccourci est qu'en même temps qu'il rafraîchit la page, il vide le cache du navigateur, si bien qu'il va le forcer à refaire les liens avec les sources externes, comme la feuille de style, c'est pas tout le temps le cas. Vous constatez donc que nos contrôles ont été mis en forme d'un seul tenant grâce à cette feuille de style plutôt que de l'écrire pour chacun des contrôles HTML. Et l'autre intérêt, c'est que si d'aventure nous souhaitions changer un attribut comme la couleur de fond, eh bien nous n'aurions besoin de le faire qu'une seule fois depuis la feuille de style plutôt que de le répéter à chaque fois pour chacun des contrôles HTML à l'aide de son attribut style. Tiens, petite spécificité maintenant, nous souhaiterions pour coller au modèle faire en sorte que le bouton, spécifiquement, est un texte en gras, mais pas les zones de texte. Comment nous pouvons matérialiser ceci par le CSS, sachant que si nous rajoutons ici la propriété qui permet de passer le texte en gras, comme nous l'avons constaté, eh bien, tous les contrôles input vont être impactés. L'astuce est la suivante. On va redéfinir un style input, mais on va préciser au CSS que ce style ne doit concerner qu'un type précis de contrôle input. Et pour ce faire, c'est la syntaxe, entre crochets, on va définir le type égal, et on va lui indiquer, entre guillemets, button. Ainsi, on lui indique que ce qu'on liste en dessous ne doit concerner dans la mise en valeur que les contrôles input, certes, mais surtout de type button, et pas les autres. L'objectif ici est de pouvoir passer la police en gras. Je vous rappelle, car nous l'avions déjà abordé, qu'il s'agit de la propriété fontWeight que nous allons tout simplement régler à bold pour gras en américain, normal bien pour enlever le gras par exemple. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre page web que nous réactualisons avec CTRL F5, et alors c'est pas la bonne puisque nous sommes sur la seconde, CTRL F5, et vous constatez en effet que instantanément le texte du bouton et seulement celui du bouton passe en gras grâce à cette petite astuce en CSS d'ailleurs, pour lequel je vais aussi grossir la taille de police, et je vais faire ce même effort, bon c'est déjà fait dans le code de la page HTML. Donc voilà pour ces premiers éléments précieux. Grâce au CSS, c'est très intéressant de pouvoir centraliser ces opérations de mise en forme. Maintenant, nous souhaitons commencer à créer de l'interaction entre notre contrôle et l'internaute, nos contrôles et l'internaute, notamment en reproduisant ces petits effets de changement de couleur au survol de la souris. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous allons entrer dans le vif du sujet en JavaScript avec la gestion d'événements, puisqu'il faut être capable d'intercepter le fait que au survol de la souris, nous allons pouvoir déclencher un code capable de modifier cette couleur de fond. C'est un attribut de balise, quelle qu'elle soit, donc nous allons poursuivre ici pour notre premier contrôle input, votre point en kilo, la saisie et la modification. Il s'agit tout simplement de différents événements, dont celui qui nous intéresse se nomme onMouseOver. Constatez, et je vous rappelle que JavaScript est sensitive case, sensible à la casse, le M majuscule et le O majuscule. Il faut respecter cette casse, sinon l'événement n'est pas reconnu. Il y a le onClick pour le clic, l'événement du clic. Il y a le onMouseOut, il y a le onChange lorsque le navigateur détecte que dans le contrôle stipulé, il y a un changement de contenu par une saisie par exemple. Égal, entre guillemets, égal à quoi? L'objectif effectivement c'est que sur l'événement du survol de la souris, nous souhaitons déclencher un code JavaScript, sauf que jusqu'à maintenant, les codes JavaScript que nous avons exécutés se déclenchaient au chargement de la page, et nous ne savons pas encore créer des fonctions, et encore moins les appeler. Sachez, et c'est toute la souplesse du JavaScript mélangée au HTML, que
il suffit, nous pouvons encapsuler un code JavaScript tout simplement dans une valeur d'attribut en préfixant la syntaxe du mot-clé JavaScript suivi de 2 points, ce qui annonce au navigateur que ce qui suit est un code JavaScript à interpréter et donc à exécuter. L'objectif est de pouvoir dire qu'au survol, donc, eh bien, la couleur de ce contrôle doit être modifiée. Je vous rappelle que dans les formations précédentes, nous avions utilisé la méthode getElementById de l'objet document, mais qui sous-entend que le contrôle que l'on souhaite piloter possède un identifiant, attribut ID, ce qui n'est pas le cas ici. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le JavaScript propose un objet fort précieux qui se nomme vis et qui permet, comme son nom l'indique, de désigner bien, tout simplement le contrôle en cours, en l'occurrence ici, tout simplement le contrôle HTML input, votre point en kilo, vis. Vis, et derrière, c'est exactement pareil que ce que nous savons faire, il suffit d'énumérer les propriétés auxquelles nous souhaitons accéder, style, pour accéder à la propriété dérivée, background color, en respectant la case toujours pareil, C majuscule, et de l'affecter, nous sommes en JavaScript, c'est donc un symbole égal, entre cotes, mais simple cote ici, attention, on va fermer le point virgule, on va taper un point virgule pour ponctuer ici notre syntaxe, simple cote, donc pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans les valeurs de l'attribut, donc entre double cote, il ne faut pas parasiter ces doubles cotes, donc entre simple cote, et bien la nouvelle couleur de fond, là encore, je reproduis bêtement une couleur que j'ai générée en essayant avec un éditeur photo, par exemple, donc le 02 E9, me semble-t-il, et puis FE, comme ceci. Et nous allons enregistrer les modifications. Donc, au survol de la souris sur ce contrôle, onMouseOver, eh bien, nous déclenchons un code JavaScript grâce à cette syntaxe préfixée par le mot-clé JavaScript, vis.style.backgroundColor devient cette couleur-là. Ça veut dire que nous modifions la couleur de fond de ce contrôle précisément. Nous revenons dans notre éditeur de code, nous forçons la réactualisation par le raccourci CTRL F5, et qu'en est-il lorsque, comme vous le constatez, nous pointons dessus? En effet, sa couleur change. En revanche, et c'est fort dommage, lorsque la souris sort de la zone d'influence, vous constatez que la couleur est conservée. Cela signifie que nous devons, là aussi, programmer, ou plutôt exécuter un autre code, mais sur un autre événement, et cet autre événement, c'est l'événement que propose JavaScript dans le HTML qui se nomme onMouseOut, c'est-à-dire lorsque le navigateur détecte que la souris sort de la zone d'influence du contrôle. onMouseOut égale, et là nous allons faire un petit copier-coller de notre code, onMouseOut, JavaScript vis_style.backgroundColor, et nous allons cette fois-ci récupérer la couleur par défaut. Alors plutôt que de la saisir de nouveau, je vais la récupérer puisque nous l'avions définie par l'intermédiaire d'un style CSS, et je vais la coller. onMouseOut, c'est exactement le même procédé derrière, nous rétablissons la couleur. Qu'en est-il si nous revenons sur notre navigateur, que nous rafraîchissons notre page, et que nous faisons une petite simulation? Lorsque nous pointons dessus, tout va bien, et lorsque nous sortons, effectivement, onMouseOut, vous constatez que la couleur redevient la couleur d'origine. Il n'en est rien pour les deux autres contrôles, parce qu'il s'agirait de reproduire ces événements dans chacune des balises input, ce que nous n'allons pas faire. Pourquoi? Principe fondamental, lors de la première formation JavaScript, je vous expliquais que le code JavaScript était un code client. Ça veut dire que sur une page web, il s'exécutait nécessairement chez le client, c'est-à-dire uniquement sur la machine de l'internaute connecté, de manière à soulager le serveur de calcul qu'un code client pouvait effectuer. Et je vous disais que tout code qui pouvait être effectué en code JavaScript, tout calcul devait l'être, pour soulager le serveur. À l'instar de cette remarque, tout ce qui peut être fait en CSS, plutôt qu'en JavaScript, doit l'être. Tout simplement parce que le CSS permet quelques petites astuces interactives dans les attributs de mise en forme, mais seulement dans les attributs de mise en forme. Ça va se limiter à la mise en valeur. Au-delà, le JavaScript sera incontournable. Donc comme vous le constatez, et même si effectivement nous avons remarqué que c'était possible en effet en JavaScript, nous allons maintenant
retourner dans notre feuille de style CSS et poursuivre l'implémentation de notre contrôle input pour lequel nous avons d'une manière générale modifié l'apparence de tous les contrôles de type input et plus spécifiquement ensuite pour le bouton. Et nous allons ici indiquer au style CSS et donc au navigateur qui va l'interpréter que pour tous les contrôles input et pour l'événement over, c'est ainsi que nous l'écrivons dans la syntaxe CSS, over, ensuite nous listons entre accolades comme toujours les styles à mettre en œuvre, over, tout simplement pour dire lorsque la souris va passer dessus. Que devons-nous faire? Eh bien, nous souhaitons changer la couleur de fond. Alors, pour ne pas risquer d'erreur de syntaxe, je vais faire un copier-coller, parce que jusqu'à maintenant, je l'ai saisi. Nous allons tout simplement, effectivement, bien recréer la couleur que nous avions saisie dans notre code JavaScript sur événement, onMouseOver et onMouseOut, avec la couleur au code hexadécimal 02E0FE. Et tant qu'on y est, tiens, on va changer l'apparence du pointeur de la souris, du curseur, grâce à la propriété cursor avec la valeur pointeur. C'est comme ça, c'est un HTML, donc à savoir, quand on ne le sait pas, on le retrouve assez facilement d'ailleurs sur Internet. Si je reviens sur mon navigateur, et bien que le code JavaScript ait disparu, que nous forçons la réactualisation par CTRL F5, vous constatez que cette fois-ci l'effet se produit sur l'ensemble des contrôles input, avec seulement un style CSS centralisé, donc pas nécessaire de produire un code pour chaque contrôle input. D'autant plus intéressant que si nous ajoutons des zones de texte, des boutons, des listes déroulantes, eh bien, elles seront impactées de la même façon par ce style CSS que nous venons de créer et centraliser dans la feuille de style. Donc c'est possible en CSS, tant qu'à faire, autant l'utiliser plutôt que le code JavaScript. Par contre, on arrive maintenant à un point où le JavaScript devient incontournable. L'objectif ici est de pouvoir respecter ce que le modèle nous présentait lors de la présentation, à savoir que, en plus du changement de couleur au survol, eh bien, au clic, nous souhaitons que le texte par défaut s'efface pour laisser libre champ à la saisie de l'utilisateur. Mais ce texte ne doit s'effacer que lorsqu'il s'agit de la saisie d'origine. Constatez que, par exemple, si nous tapons par exemple 85 pour le poids, que nous recliquons dans le contrôle, le code JavaScript est capable de comprendre que la saisie a été modifiée et que donc l'utilisateur peut-être veut juste la modifier ou la poursuivre. Donc nous n'allons pas effacer ce qui a déjà été créé. Il s'agit donc, pour ce faire, de générer un événement au clic, certes, sur chacune des deux zones de texte, donc des deux contrôles input, et cette fois-ci d'appeler une fonction JavaScript. Sauf que, alors pourquoi une fonction? Tout simplement parce que le code va être un peu plus important et on aura du mal à l'encapsuler, puis en plus ce ne sera pas très clair uniquement dans l'attribut onClick directement dans la balise. Et puis par esprit de structure aussi, comme nous sommes puristes, nous allons faire comme nous l'avions fait dans la précédente formation, c'est-à-dire que entre la balise fermante body et la balise fermante script, nous allons créer notre section script comme nous savons le faire, avec l'attribut type que nous fixons tout de suite sur texte JavaScript. Et ensuite, nous allons même, comme nous sommes puristes encore une fois, définir l'attribut language, tout simplement pour le langage utilisé, bien que par défaut, il s'agisse forcément du JavaScript, mais nous pourrions utiliser un autre langage. Nous n'oublions pas de borner et donc de fermer cette balise script qui va permettre d'encadrer toutes les lignes de code que nous allons ici intégrer et créer. Une fonction, nous avions abordé cette notion en VBA et Excel, eh bien se crée avec le mot-clé function. Donc, nous commençons par écrire tout simplement le mot-clé function, suivi du nom de la fonction arbitraire, vider tout simplement parce que nous souhaitons vider les zones de saisie au clic sur chacune d'entre elles. C'est une fonction qui va attendre un paramètre. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, nous déclarons une variable arbitraire, texte. C'est le texte qui va être passé à la fonction pour le traitement. Vous constatez, on borne la fonction comme toujours avec les accolades, ouvrantes et fermantes, que pour la déclaration de cette variable, il n'y a pas le mot-clé var. C'est une spécificité dans les fonctions. Voilà, donc pas de mot-clé var, la variable se déclare ainsi à la volée. Cette fonction devra être appelée par le clic, au clic sur
l'une ou l'autre zone de texte. L'objectif est qu'elle fasse un test pour savoir si ce texte qui va être passé justement par ce clic est bien le texte d'origine de l'une ou l'autre, c'est-à-dire votre poids en kilos ou bien votre taille en centimètres. Si c'est le cas, il faut vider. Une fonction, après un traitement, va retourner une valeur. Et cette valeur devra directement être exploitée par le contrôle ici en question, celui qui va appeler l'exécution du code. Et c'est le mot-clé return qu'on utilise en JavaScript, mais aussi en PHP ou en C# pour retourner le résultat d'un traitement. L'objectif est d'abord d'effectuer un test. On va indenter avec la touche tabulation, c'est-à-dire on va se mettre un peu plus à droite pour hiérarchiser notre code, et on va utiliser l'instruction if pour poser un test, c'est la même que nous avons présentée dans la formation précédente. Le but du jeu est de dire, si le texte qui est passé en paramètre est égal à soit votre poids en kilos, soit votre taille en centimètres, alors erreur de ma part, hein, je le constate à la volée, vous voyez là je suis un peu trop rapide, le égal pour vérifier un critère, en JavaScript comme en PHP d'ailleurs, se matérialise par deux symboles égales. Ce n'est pas une affectation, un seul symbole égal permet une affectation. Vérifier un critère, une égalité, c'est deux symboles égales qui se suivent. Si la variable texte est égale, alors pour ne pas risquer justement d'incohérence entre le texte d'origine et puis le texte à vérifier, on va faire un petit copier-coller. Si la variable texte passée en paramètre vaut, précisément le texte votre poids en kilos, ou bien que, je vous rappelle, nous avions fait la remarque à ce sujet-là, le ou en JavaScript, dans l'instruction if, se matérialise par deux barres verticales. Nous avions vu que le et, c'était deux symboles et commerciales qui se suivaient. Ou bien que la variable texte vaut, là aussi, nous allons prendre soin de récupérer scrupuleusement le texte par défaut dans la deuxième zone de saisie, soit le texte votre taille en centimètres, que nous allons directement inscrire entre les guillemets du critère à vérifier. Voilà le double critère. Mais c'est un ou, donc ça veut dire qu'il suffit que l'un des deux soit vrai pour que la condition soit remplie. Si le texte, c'est-à-dire la variable passée en paramètre de la fonction, vaut soit votre poids en kilos, soit votre taille en centimètres, nous savons qu'il s'agit du texte par défaut, qui est passé par l'un des contrôles input appelant, à ce moment-là, il faut vider le contenu de cette zone de texte. Donc, on va retourner une chaîne vide, et c'est cette valeur retournée qui sera utilisée par les contrôles input pour les inscrire dans leur propre contenu. Return, point virgule. Notez que, ici, contrairement à ce que nous avions énoncé dans la formation précédente, je ne prends pas soin de borner le if de mon instruction par une accolade ouvrante et fermante. C'est une petite subtilité qui est permise ou facilité qui est concédée en JavaScript, en PHP et d'ailleurs dans tous les langages de programmation, lorsque un critère est vérifié et qu'il n'y a qu'une seule action dans la branche, qu'il s'agisse du if ou du else, effectivement, il est autorisé de ne pas mettre d'accolade, le code comprend. Dans le cas contraire, else, nous devons retourner une autre valeur. Nous allons retourner quelle valeur? Si le texte n'est ni votre poids en kilos, ni votre taille en centimètres, c'est peut-être que le texte vaut 85, 181, c'est-à-dire les valeurs saisies par l'internaute, ces valeurs auxquelles on ne doit pas toucher. Donc, on va retourner le texte lui-même pour que le contrôle input prenne soin de bien le réinscrire comme s'il n'avait pas changé en fait. Comme ceci. Le code pour cette petite fonction qui consiste effectivement au clic sur le contrôle input à le vider est prêt, sauf que maintenant il faut l'appeler. Et donc pour l'appeler, il faut que l'on crée ces appels dans les contrôles input dédiés, à savoir le premier, celui du poids, et je vous rappelle que il s'agit d'un gestionnaire d'événements. Nous avions vu le onMoveOver, le onMoveOut, il y a le onClick que nous avions aussi déjà découvert, qui permet tout simplement de générer ou d'intercepter l'événement du clic sur ce contrôle précisément. Égal, et entre les guillemets, nous devons définir quoi faire. Nous savons déjà que nous pouvons ici énoncer un petit code JavaScript derrière en préfixant de l'instruction JavaScript de 2 points. Sachez que désormais les navigateurs comprennent, ça veut dire que si vous ne prenez pas soin de préfixer de JavaScript 2 points et que vous inscrivez directement votre code, cela fonctionnera néanmoins. Le but du jeu est de dire ici que la valeur du contenu de ce contrôle input doit être égale au retour fourni
par le traitement de la fonction vidée à laquelle on va passer le texte en cours dans ce même contrôle input. Et je vous rappelle que l'objet qui permet de désigner le contrôle dans lequel nous sommes, c'est l'objet vis. Propriété value pour accéder à son contenu parce que c'est une zone de texte. Ce n'est pas un div auquel nous accédions la fois dernière à son contenu par la propriété innerText. Vis.value est égal au retour fourni par la fonction que nous avons appelée vider et à laquelle nous devons passer le paramètre à traiter. Et le paramètre à traiter, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur de ce contrôle à l'instant T, c'est-à-dire au moment où on l'appelle. Ça peut être le texte par défaut, c'est-à-dire tout simplement votre poids en kilos, votre taille en centimètres, ou encore, eh bien, 85, 172, les valeurs saisies par l'internaute. Et nous pouvons répliquer exactement le même événement avec le même code pour le deuxième contrôle input qui lui aussi doit effectivement modifier son contenu en répliquant la valeur retournée par le traitement de la fonction vidée à laquelle nous passons eh bien, son propre contenu. Lorsque nous retournons dans notre navigateur, que nous forçons la réactualisation, donc je me remets sur la bonne page, nous constatons que il y a toujours effectivement les effets au survol, que lorsque nous cliquons dessus, alors il y a une petite erreur ici vraisemblablement qui est générée, on va voir de quoi il retourne, ce n'est sans doute pas très grave. Je me demande si par excès de confiance, je n'aurais pas reproduit la même erreur dans le code JavaScript que celle que j'ai faite pour l'égalité. Il y avait ici effectivement un seul égal, et donc il s'agit pour l'égalité, comme je vous le disais, d'un doublé égal, sinon il s'agit d'une affectation et le code JavaScript ne peut pas comprendre le critère que nous souhaitons vérifier. Ici donc, autant pour moi, une petite erreur, mais donc eh bien, ça permet tout simplement de confirmer ce que nous énoncions précédemment, à savoir que pour vérifier une égalité dans un critère, il faut bien 2 fois le symbole égal, et pas une seule fois, sinon une erreur est générée. Nous aurions pu d'ailleurs le constater avec la console du navigateur de Firefox. Eh bien, maintenant que nous avons corrigé cette coquille, qu'en est-il si nous rafraîchissons notre navigateur et que donc nous passons sur nos contrôles, nous cliquons, vous voyez que c'est beaucoup mieux effectivement, eh bien le texte par défaut a été détecté, l'appel de la fonction a effectué son critère, il est vrai, donc le texte disparaît. Je vais saisir un poids en kilos, et puis on va essayer de cliquer dans la seconde zone, même constat, tout fonctionne très bien. En revanche, qu'en est-il si désormais je reclique dans la première, comme il ne s'agit plus du texte par défaut, eh bien on va pas faire cette offense à l'internaute, c'est-à-dire de supprimer ce qu'il avait déjà construit, si d'aventure il souhaitait simplement faire une modification ou encore poursuivre la saisie. Voilà, donc ça marche très bien. On a effectivement généré des événements, intercepté, lancé un code sur ces événements, celui d'une fonction qui retourne une valeur. Cette valeur est directement récupérée par le biais de l'objet vis pour l'inscrire dans le contrôle même de la zone de saisie. L'objectif étant de détecter que s'il s'agissait d'une valeur par défaut, eh bien nous souhaitions tout simplement vider le contenu de l'input de manière à laisser libre la saisie pour les nouvelles données à intégrer dans la zone. Eh bien, il est temps maintenant de passer au cœur même de l'application, c'est-à-dire le calcul de l'IMC, et pour ce faire, d'ailleurs, nous allons prendre soin de récupérer un code que nous avons déjà construit lors de la formation précédente. Il faudra l'adapter en revanche, car ce code du calcul de l'IMC se faisait au chargement de la page. Je vous propose dans un premier temps, donc, que nous créions tout simplement la fonction que nous allons appeler calculer, puisque l'objectif de cette fonction est de calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle de l'internaute, en fonction de son poids et de sa taille. Je vous rappelle que le calcul basique que nous avions énoncé consiste à diviser par le poids par la taille au carré. Code qui d'ailleurs exécute déjà ce calcul avec des tests, je vous rappelle la formation précédente. Pas de paramètres dans cette fonction calculée, elle va se charger toute seule de récupérer les valeurs contenues dans les contrôles input. Nous créons donc notre fonction calculée entre les bornes. Je vous propose d'aller récupérer dans la source que vous aurez téléchargée et décompressée le petit code précédent contenu dans le fichier texte code IMC. Donc on double-clique, un petit CTRL A permet de tout sélectionner, on copie, CTRL C par exemple, et puis on revient dans notre éditeur de code, et entre les bornes de notre fonction calculée, on va coller ce code. Je vais tout sélectionner, c'est une petite astuce intéressante dans la plupart des éditeurs, en tout cas tout ce qu'il y a entre les accolades, et une fois que
l'ensemble est sélectionné, vous voyez que la touche Tab permet non pas de supprimer, mais de décaler l'ensemble, encore une fois, pour indenter, histoire de hiérarchiser notre code. Nous avions dans ce code déclaré les variables taille et poids, mais dans la formation précédente, nous demandions à l'utilisateur, par le biais d'une boîte de dialogue, sa taille et son poids, au chargement, donc ce qui était impropre. Désormais, eh bien, dans ces variables taille et poids, ce que nous devons faire, c'est récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur dans nos fameux contrôle input, histoire d'interagir avec eux, de créer une vraie application cliente pour le web. Je vous rappelle que la nécessité absolue pour pouvoir piloter un élément HTML par le code JavaScript est que ce dernier possède un identifiant. Attribut ID, ce n'est pas le cas. Donc, avant de chercher à les piloter par le code, nous allons tout simplement les rajouter, ou bon nous semble d'ailleurs dans le flux, ID égale. Pour le premier, nous choisissons de l'appeler par exemple zone poids avec un underscore, pas d'espace, pas d'accent, c'est mieux dans les noms, comme toujours, d'objets, de fonctions, etc. On copie, on colle, parce que c'est sensiblement la même chose pour le second contrôle input. Deux noms identiques, deux identifiants identiques ne sont pas possibles. Identifiant, comme son nom l'indique, c'est unique. Donc zone poids et zone taille. L'objectif donc est de pouvoir ensuite récupérer la valeur contenue dans ces contrôles input, respectivement zone poids et zone taille, pour pouvoir les mémoriser dans les variables taille et poids, et que le code JavaScript que nous avions conçu, eh bien les manipule pour, à l'issue, livrer le résultat de l'IMC et même décaler le petit indicateur visuel. Tout ce code est déjà prêt. Eh bien, ce que nous devons faire, c'est tout simplement ici adapter les affectations. Ce ne sont plus des prompts. Je vous rappelle, l'emploi de l'objet document, c'est un copier-coller de ce que nous avions déjà fait lors de la formation précédente, getElementById, méthode de l'objet document qui permet, getElementById, de récupérer ou de désigner un contrôle HTML par son identifiant. ById, d'ailleurs, je m'aperçois, je fais bien de lire, comme je commente en même temps, parfois j'oublie certaines choses. ById, vous voyez que mon nom de méthode était incomplet, et entre les parenthèses, c'est-à-dire le paramètre et bien sûr les guillemets, nous allons définir l'identifiant. Alors ici, il s'agit de la taille, c'est inversé. Donc nous l'avons nommé zone taille. Je pourrais d'ailleurs faire un copier-coller, chose que je ne vais pas manquer à faire a posteriori pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, et à laquelle nous accédons à son contenu grâce à la propriété value, car il s'agit d'un contrôle input. Nous allons copier-coller ce petit code pour affecter la variable poids, puisque l'objectif est qu'elle puisse récupérer la valeur contenue dans le input qui s'appelle cette fois-ci zone poids. Donc comme je vous le disais, pour ne pas risquer des erreurs de recopie dans le nom que nous avons affecté, on va faire un petit copier-coller. Pour le poids, le nom de l'identifiant du contrôle c'est zone poids, on n'est jamais trop sûr, et pour la taille, il s'agit effectivement de zone taille. Ainsi, nous pouvons les reproduire scrupuleusement, mais bon, a priori, il n'y avait pas de souci. Donc, var taille égale, alors je m'aperçois ici que, d'ailleurs, j'ai, et ça, ce n'est pas correct, il faut les effacer. Alors, je reviens sur la petite coquille dont je m'aperçois. Nous déclarons ici les variables taille, poids, IMC indicateur, et nous réutilisons le mot-clé var alors que nous avons déjà pris soin de déclarer ces variables. Ici, il s'agit d'une affectation. Donc, il n'y a pas de nouvelles déclarations puisqu'elles sont déjà déclarées. Taille égale document getElementById zoneTaille.value, poids égale document getElementById zonePoids.value. Qu'en est-il si nous exécutons le code? Nous revenons dans notre navigateur, un petit CTRL F5 comme toujours pour forcer la réactualisation, et puis nous allons saisir dans un premier temps un poids, allez, 85 kg par exemple, et une taille, 181, comme ceci. Et nous allons cliquer sur le bouton calculer. Ah, une petite erreur de nouveau survient, alors on va voir ce qu'il en est. Oui, alors autant pour moi, non, ce n'est pas une erreur, c'est que je veux aller trop vite. Tout simplement ici, on crée la fonction calculée, c'est pas une erreur du tout, hein. On crée la fonction calculée, et puis, comme par magie, eh bien j'aimerais que ça marche, mais forcément ça ne marche pas comme ça, puisque c'est exactement ce que nous avons énoncé jusqu'à maintenant. Pour qu'une fonction puisse s'exécuter, encore faut-il l'appeler. Nous n'avons pas fait cet effort-là.
Donc je vous rappelle, et c'est justement l'enjeu de ce que nous avons mis en œuvre jusqu'à maintenant, regardez ce bouton calculer qui est justement vide d'événements, eh bien nous n'avons pas dit quoi faire, onClick, donc je pensais qu'il y avait une erreur, mais en fait non, puisque onClick, en l'occurrence ici, il ne se produit rien. onClick, eh ben, faut-il encore appeler la fonction que nous venons de créer, dans laquelle nous avons récupéré le code, qui est la fonction qui se nomme calculer. Alors, il ne faut jamais vouloir aller trop vite. Bon, en l'occurrence, on s'aperçoit assez rapidement de ces petits soucis par excès de confiance, on va dire. Alors, onClick, eh bien, on appelle tout simplement la fonction par son nom, calculer, comme ceci, et du coup, eh bien, normalement, au clic, en effet, on devrait constater que le calcul de l'IMC se produit, ce que nous allons constater. On appelle la fonction par son nom. Nous revenons dans notre navigateur, nous rafraîchissons donc notre page, nous allons saisir de nouveau un poids, nous refaisons la manipulation, puis une taille, et cette fois-ci, lorsque nous cliquons sur le bouton calculer, eh bien vous constatez, et c'est très intéressant, que nous avons bien l'indicateur qui vient se positionner au-dessus du résultat. Ici, en revanche, rien n'a changé. Alors, la raison est toute simple. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de constater la souplesse du code JavaScript. C'est que pour inscrire ce résultat, ce que nous avions fait d'ailleurs dans la précédente formation, dans le code qui suit effectivement l'affectation des variables, eh bien JavaScript va désigner un calque par son identifiant resIMC pour pouvoir y inscrire cette valeur, celui qui contient le texte calcul à définir pour le remplacer. Or, vous constatez que, et c'est toujours une question d'identifiant, donc vous voyez que c'est quand même un des nœuds du problème, et bien que ce calque ne possède pas cet identifiant qui est désigné dans le code, donc nous allons le créer à la volée et constater eh bien, la différence et le résultat. Nous enregistrons les modifications, on va refaire le test, allez, on va changer le poids, par exemple, on va taper 88 kg, et pourquoi pas, allez, 175 cm, donc là on risque d'être vraiment en surpoids lors du résultat du calcul, et on s'aperçoit que c'est parfait. Au clic sur le bouton grâce à l'événement au clic, on appelle la fonction calculer qui va se charger d'exécuter le code, le précédent, hormis l'affectation de variables, bien qu'on a réajusté sur le contenu de ces divs en ayant pris soin préalablement de spécifier leur identifiant, attribut ID, et désormais, grâce à l'identifiant, nous arrivons bien à inscrire la valeur en retour arrondi dans le calque resIMC, et cet indicateur qui vient bien se positionner eh bien, sur la graduation correspondante et constatée, en effet, nous avions raison que nous sommes largement en surpoids. Il reste cependant un problème à corriger, je vais vous le prouver. Nous allons ici indiquer cette fois-ci, tiens, un autre poids. On va changer la valeur et dans la foulée, on va exécuter un autre calcul. Eh bien, vous allez constater que le petit indicateur se double. Alors que ce n'était pas le cas ici. On avait fait deux calculs dans la foulée, on avait constaté que la flèche donnait l'illusion de se déplacer. Tout cela est dû au fait que le code, en réalité, ne fait que rendre visible, vous voyez, c'est ce qui est écrit ici, par la propriété visibility de l'objet IMG en question, et bien de le rendre visible sur la page web, car en l'occurrence, tous les petits indicateurs ici sont préchargés, ça veut dire que toutes les petites flèches existent au-dessus de la représentation, il ne s'agit plus que de les afficher, car par défaut, ils ont une propriété visibility à hidden. Or, lorsque nous exécutons pour une deuxième fois consécutive notre code, eh bien le navigateur, puisqu'il ne s'agit plus de recharger la page, va conserver en mémoire le positionnement de l'ancienne flèche, et puis afficher dans la foulée la deuxième. Ce que je vous propose, la petite astuce, et c'est assez intéressant, ce sont des techniques de programmation que nous avions là aussi énoncées en VBA Excel, c'est cette variable indicateur qui va nous permettre de faire ce petit tour de force, car c'est elle qui vient permettre, en fonction de la valeur du calcul de l'IMC, de désigner la balise IMG à afficher, car elles ont toutes un nom bien particulier incrémenté avec un indice. Cet indice de 1 à 20, c'est la variable indicateur. Eh bien, nous allons transformer cette variable indicateur, c'est la raison pour laquelle nous la sortons de la fonction, en variable publique. Ça veut dire que nous allons la déclarer en dehors de toute fonction et surtout au début du code, et en même temps nous prenons soin de l'initialiser à 0. Pourquoi ?
Parce que si nous avons déjà fait un calcul, eh bien nous saurons que la variable indicateur ne vaut plus 0. Si elle ne vaut plus 0, avant d'enclencher la suite des calculs, eh bien nous devons d'abord prendre soin de masquer l'image correspondante. Ça veut dire que ici, on va récupérer cette ligne de code et on va faire un test. On va le faire au début du code, surtout avant que la suite de la procédure et notamment du calcul de l'IMC ne soit enclenchée. Le but du jeu est de dire si la valeur de l'indicateur, qui est une variable publique, ne vaut pas 0, et je reviendrai sur la définition de la variable publique pour bien comprendre, est différente, alors en JavaScript comme en C#, comme en PHP, différent c'est le point d'exclamation suivi du symbole égal. Si la valeur de cette variable indicateur est différente de 0, alors, encore une fois, pas d'accolade. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a qu'une action. Nous pourrions mettre les accolades, il n'y a aucun souci. Eh bien, si la valeur de la variable indicateur ne vaut pas 0, nous savons que il y a déjà une petite image affichée correspondant justement à cet indice. Eh bien, nous allons prendre soin dans un premier temps de la masquer. Ça veut dire que nous basculons la valeur de la propriété de visible à hidden. Alors, une variable publique, pour revenir sur cette définition, et ça c'est très important, c'est une variable dont la portée et la durée de vie ne se limitent pas aux bornes de la procédure. Telle qu'elle était déclarée précédemment, la variable mourrait une fois que la fonction était terminée. Lorsque, cette fois-ci, la fonction a terminé son traitement, eh bien, la variable indicateur initialisée en dehors des bornes de toute fonction va mémoriser, garder en mémoire, eh bien, l'ancienne valeur. Si bien que, au prochain clic sur le bouton calculer, eh bien, au prochain appel donc de cette fonction calculée, la variable indicateur ne vaudra plus 0, et donc nous pourrons d'abord faire ce petit réglage qui permet de parfaire l'application, et puis ensuite d'exécuter le code. Qu'en est-il donc effectivement si nous rafraîchissons notre navigateur? On va ressaisir un poids, il faut faire l'effort, ainsi qu'une taille, 180, et puis on va changer littéralement les données ensuite. Très bien, nous avons bien le résultat de notre calcul arrondi, ainsi que le positionnement de l'indicateur visuel. Qu'en est-il désormais si nous forçons la taille, par exemple à 95, le poids pardon, à 95 kg, et que nous cliquons sur calculer, vous constatez que avant que le nouvel indicateur se positionne sur la graduation correspondante au calcul, que le précédent se masque, c'est parfait, et ainsi de suite, donc, puisque désormais, eh bien, ce code est fonctionnel pour toutes les actions à venir. Voilà pour cette petite vidéo sur l'interaction qu'il est possible de faire dans une page cliente entre les contrôles HTML et le code JavaScript. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, comme toujours. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.